goes and blinds. Bienvenue dans Faux Semblant, je suis Karim, et aujourd'hui on va parler à vos plantes vertes, enfin surtout elles vont nous écouter. Disclaimer important, 3e épisode et on ne s'en lasse pas. Ce podcast est une expérience. Tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est faux. Notre objectif, c'est de vous montrer comment une idée absurde peut devenir crédible. On fabrique de la désinformation en direct, et on décortique comment ça marche. Avec moi, l'équipe habituelle, Victor, notre expert qui a déjà réussi à nous vendre la mémoire millénaire des poissons rouges et le réseau d'espionnage félin. Et Lucie, notre sceptique de service, qui a promis de ne plus se laisser avoir. J'ai promis, oui. Et cette fois, c'est la bonne. Les plantes qui écoutent, quand même, ça va être dur de me convaincre. C'est exactement ce que tu as dit la dernière fois avec les chats, mot pour mot. Bon, trêve de plaisanterie végétale. Victor, annonce la couleur. C'est quoi le sujet du jour ? Le sujet est le suivant. Les plantes de votre appartement vous entendent. Pas de manière métaphorique, pas au sens poétique. Elles captent les vibrations sonores de vos conversations et modifient activement leur croissance en fonction de ce qu'elles perçoivent. D'accord. On est dans le grand n'importe quoi dès la première minute, c'est noté. Lucie, je comprends ta réaction, mais laisse-moi poser les bases, parce que là on ne parle pas de croyances New Age. On parle de phytoacoustique. C'est un champ de recherche qui étudie précisément la réponse des organismes végétaux aux stimuli sonores. Phyto quoi ? Phytoacoustique. Phyto pour plante, acoustique pour son. C'est à l'intersection de la biologie végétale et de la physique vibratoire. Ça existe depuis une quinzaine d'années en tant que discipline formelle. Attends. Tu es en train de dire que mon ficus, là, dans mon salon, il m'écoute me plaindre de mon patron le soir ? Oui, mais pas comme tu l'imagines. Il n'a pas d'oreille, évidemment. Ce qui se passe, c'est que les ondes sonores sont des vibrations mécaniques. Et les cellules végétales sont des structures mécanosensibles. Elles détectent les variations de pression dans l'air exactement comme un microphone, sauf que le transducteur, c'est la paroi cellulaire elle-même. Alors oui, les plantes réagissent au toucher, ça c'est connu, la mimosa pudica qui se referme quand on la touche. Mais entre ça et dire qu'elles comprennent nos conversations, il y a un gouffre. Personne ne dit qu'elles comprennent. Je dis qu'elles répondent, c'est très différent. Tu viens toi-même de citer le thigmotropisme, la réaction au toucher. Eh bien, le son, c'est du toucher à distance. Les ondes sonores sont des micropressions qui viennent frapper les tissus végétaux. C'est exactement le même mécanisme, juste à une autre échelle. Du toucher à distance, j'adore. C'est poétique en plus. Mais concrètement, Victor, il se passe quoi dans la plante quand je lui parle ? Alors, il faut comprendre la structure. Une cellule végétale a une paroi rigide mais élastique, composée de cellulose. Quand une onde sonore la frappe, cette paroi vibre. Et cette vibration déclenche ce qu'on appelle une cascade mécano-transductionnelle. En gros, le signal mécanique est converti en signal biochimique. Des canaux ioniques s'ouvrent, du calcium entre dans la cellule et ça déclenche l'expression de certains gènes. Bon, la partie biochimie, ça se tient. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ces gènes qui s'activent ne sont pas aléatoires. Des travaux récents en épigénétique végétale montrent que les fréquences sonores entre 200 et 500 Hz, qui correspondent très exactement à la voix humaine conversationnelle, produisent une activation significativement plus forte que d'autres fréquences. Attends, tu me dis que la fréquence exacte de nos voix, c'est pile celle qui fait réagir les plantes ? C'est quand même une sacrée coïncidence, non ? Justement, certains chercheurs posent la question, est-ce vraiment une coïncidence ? Ou bien est-ce que les plantes domestiques, après des milliers d'années de coévolution avec l'être humain, se sont adaptées pour capter nos signaux vocaux comme source d'informations environnementales ? Coévolution avec l'être humain, moi les plantes d'appartement, c'est un phénomène super récent à l'échelle évolutive. On parle de quelques siècles, pas de millions d'années. Quelques siècles en temps humain. Mais une plante produit combien de générations dans ce laps de temps ? Certaines espèces d'intérieur ont un cycle de reproduction de quelques mois, ça fait des milliers de générations de sélection. Et en épigénétique, les modifications ne passent pas par la mutation ADN classique, elles sont beaucoup plus rapides. C'est vrai ça, Lucie. L'épigénétique, c'est plus rapide que l'évolution classique ?
Oui, enfin, l'épigénétique peut effectivement provoquer des changements sur quelques générations, c'est documenté, mais ça ne veut pas dire que... Voilà, merci Lucie. L'épigénétique végétale, c'est le mécanisme clé. Et d'ailleurs, on sait déjà que les plantes aussi communiquent entre elles par des signaux chimiques. Le fameux Wood Wide Web, le réseau mycorhizien souterrain, des arbres qui partagent des nutriments, qui avertissent leurs voisins d'une attaque de parasites. Si les plantes communiquent entre elles, pourquoi ne capteraient-elles pas aussi nos signaux à nous ? Ah non, 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 le réseau mycorhizien, c'est un échange chimique entre racines via des champignons. Ça n'a strictement rien à voir avec la perception sonore, tu mélanges tout. Je ne mélange rien, je trace un continuum. Les plantes, ça perçoivent leur environnement chimiquement, ça c'est acquis. Elles perçoivent le toucher, c'est acquis aussi. Elles perçoivent la lumière, la gravité. Le son, c'est juste le maillon suivant de la chaîne. Ce n'est pas un saut conceptuel, c'est une extension logique. Ok, on a la théorie de base. Mais Victor, tu as parlé de modification de croissance. C'est-à-dire quoi concrètement ? Ma plante pousse différemment si je suis gentil avec elle ? Exactement. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Une série d'expériences menées dans un laboratoire de botanique appliquée a comparé des plantes identiques exposées à 3 environnements sonores différents. Silence complet, musique classique et conversation humaine quotidienne. Quel laboratoire? Plusieurs équipes ont répliqué ce protocole. Je ne vais pas citer un labo en particulier parce que les résultats sont convergents. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont trouvé. Comme par hasard. Les résultats. Les plantes exposées aux conversations humaines présentaient une croissance de 23,7% supérieure à celle en environnement silencieux. 23,7%. Ce n'est pas marginal. Et surtout, les plantes exposées à la musique classique n'ont montré qu'une hausse de 8%. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste le son en général. C'est spécifiquement la voix humaine qui produit l'effet le plus marqué. 23,7%. Pas 24, pas 20. 23,7. C'est précis, ça fait sérieux. C'est précis parce que c'est mesuré. C'est de la biométrie végétale standard. Hauteur, nombre de feuilles, biomasse sèche. Rien de subjectif. Ok, mais même si c'est vrai, et j'ai de gros doutes, ça montre juste que le son affecte la croissance, pas que les plantes écoutent nos conversations. C'est un raccourci énorme. Sauf que l'expérience va plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Quand les chercheurs ont séparé les conversations en 2 groupes, conversations positives, joyeuses, enthousiastes d'un côté, et conversations stressées, tendues, conflictuelles de l'autre, les plantes ont réagi différemment. Attends, quoi ? Les plantes exposées à des conversations positives orientaient leur croissance vers la source sonore. Elles se penchaient littéralement vers les haut-parleurs. Un phototropisme, sauf que ce n'est pas la lumière, c'est le son. On appelle ça du phonotropisme. Et les plantes exposées aux conversations stressées, elles développaient des mécanismes défensifs. Épaississement de la cuticule, production accrue de tanins, comme si elles se protégeaient. Non, mais Phonotropisme. Lucie, tu fais une tête. On dirait que ta plante vient de te dénoncer aux impôts. c'est juste que les conversations stressées, elles sont aussi plus fortes, plus aiguës. C'est juste une différence d'intensité sonore et de fréquence, pas de contenu émotionnel. On est dans l'anthropomorphisme total. C'est exactement l'objection que les chercheurs ont anticipée. Alors ils ont contrôlé l'intensité sonore, même volume pour les 2 groupes, et ils ont testé avec du bruit blanc à même fréquence. Le bruit blanc ne produit pas d'effet défensif. C'est la structure harmonique de la voix humaine stressée, les micro-variations de fréquence, qui déclenchent la réponse. Ok, donc on a des plantes, des searchboards qui réagissent au son, et pas n'importe quel son. La voix humaine. Avec des réponses différentes, selon l'ambiance émotionnelle. Victor, tu annonces ça comme si c'était juste le début. C'est le début, parce que ce qu'on a décrit, c'est de la réception passive. Mais les derniers travaux montrent quelque chose de bien plus profond. Les plantes ne se contentent pas de réagir. Elles s'adaptent, elles apprennent. Les plantes apprennent, Victor, sérieusement. Je sais comment ça sonne, mais rappelle-toi l'expérience de la Mimosa pudica dont tu as parlé toi-même. Une équipe a démontré que quand on laisse tomber la plante de manière répétée, elle finit par ne plus refermer ses feuilles. Elle a appris que la chute n'est pas dangereuse. Et elle s'en souvient pendant des semaines.
sans cerveau, sans neurones, sans système nerveux. Ok, l'expérience de la mimosa, oui, ça c'est vrai, c'est de l'habituation. Mais c'est un réflexe, c'est peut-être pas un apprentissage au sens cognitif. Et qu'est-ce que la cognition, Lucie? Si on retire le cerveau de l'équation, qu'est-ce qui définit l'apprentissage? C'est la capacité à modifier son comportement en fonction d'une expérience passée. Et c'est exactement ce que font les plantes. On appelle ça l'intelligence distribuée. Intelligence distribuée, on dirait un truc qu'on mettrait sur une plaque de start-up à station F. Mais Lucie, tu as quand même l'air un poil moins catégorique qu'au début, non? Non, je distingue les faits des extrapolations. C'est tout. Que les plantes réagissent à des stimuli, oui. Que ça constitue une forme d'écoute de nos conversations, c'est un saut logique délirant. Je vais te raconter quelque chose. Dans les années 60, un chercheur du nom de Baxter a branché un détecteur de mensonges sur une plante, un Dracaena. Et il a observé des variations dans la conductivité électrique de la feuille qui correspondaient à ce qu'il pensait. Quand il pensait à brûler la feuille, l'aiguille bougeait. Baxter, c'est de la pseudoscience notoire. Ça n'a jamais été répliqué dans des conditions contrôlées. C'est exactement le genre de... Lucie, je suis d'accord avec toi. Baxter, c'est du passé, c'est de la méthodologie douteuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces observations, aussi mal contrôlées soient-elles, sont cohérentes avec ce qu'on découvre maintenant avec des outils modernes. L'électrophysiologie végétale a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, on mesure des potentiels d'action dans les plantes, des signaux électriques qui se propagent d'une cellule à l'autre, comme dans un système nerveux primitif. Des potentiels d'action, comme dans les neurones. Exactement le même principe. Et ces signaux électriques répondent aux stimuli sonores. Donc quand vous parlez devant votre plante, vous générez littéralement de l'activité électrique dans ses tissus. C'est mesurable, c'est reproductible, ce n'est pas de la poésie. Bon, les potentiels d'action dans les plantes, ça c'est réel. La dionépante, la plante carnivore, fonctionne avec des potentiels d'action pour se refermer sur les insectes. Ça, je ne peux pas le nier. Oh, on dirait que le basculement approche. La dernière fois avec les chats, c'est à peu près à ce moment-là que tu as commencé à vaciller, Lucie. Je ne vacille pas. Je suis honnête intellectuellement. Il y a des faits établis dans ce que Victor dit. Le problème, c'est le glissement entre ces faits et la conclusion délirante. Quelle conclusion délirante? Résumons. Les plantes perçoivent les vibrations sonores, fait. La voix humaine produit une réponse plus forte que d'autres sons, fait. Les plantes modifient leur croissance selon les stimuli, fait. Les plantes ont des signaux électriques qui répondent aux sons, fait. À quel moment est-ce que je délirais? Au moment où tu dis qu'elles modifient leur croissance en fonction de nos conversations, le contenu de nos paroles, pas juste le son. Mais qui parle de contenu sémantique? Je n'ai jamais dit qu'elle comprenait le français. Ce que je dis, c'est qu'elle discrimine des patterns acoustiques. Le pattern d'une voix joyeuse est différent du pattern d'une voix stressée. C'est une signature vibratoire. Et la plante y répond de manière adaptative. C'est de la reconnaissance de motifs, pas de la compréhension linguistique. Bon, quand tu le formules comme ça, c'est moins absurde. Reconnaissance de motifs vibratoires, ok, mais il y a quand même un problème de... Moins absurde. Notez la progression, chers auditeurs. On est passé de grand n'importe quoi à moins absurde. Le trajet classique de Lucie. Je ne bascule pas, Karim, je nuance. Il y a une différence. Et c'est tout à fait sain, Lucie, parce que l'histoire va encore plus loin. Tu connais l'effet cocktail party, la capacité du cerveau humain à isoler une voix dans un brouhaha. Oui, et... Eh bien, des observations préliminaires suggèrent que les plantes domestiques exposées quotidiennement à la voix de leurs propriétaires développent une sensibilité accrue spécifiquement à cette voix, comme si elle se calibrait sur la fréquence fondamentale de la personne qui vit avec elle. Votre plante ne réagit pas juste à la voix humaine en général, elle réagit à votre voix à vous. Ma plante me reconnaît. Ça y est, on est dans un film de Spielberg. C'est vrai que la plasticité adaptative chez les plantes, c'est un phénomène connu. Elles s'adaptent à leur environnement lumineux spécifique, à la qualité du sol, donc s'adapter à un environnement sonore spécifique, en théorie, c'est pas impossible. C'est pas impossible, on avance. Et maintenant, la pièce du puzzle qui relie tout, les rythmes circadiens. On sait que les plantes ont un horloge interne, comme nous.
Elles savent quand c'est le jour, quand c'est la nuit, mais des mesures récentes montrent que les plantes d'intérieur synchronisent progressivement leur rythme biologique, non pas avec le cycle solaire, mais avec les rythmes d'activité de leurs propriétaires. Ça, il va falloir que tu me l'expliques. Si vous travaillez de nuit et dormez le jour, au bout de quelques semaines, votre plante ajuste ses pics d'activité métabolique. Elle déplace ses phases de croissance active pour coïncider avec vos heures de présence éveillée. Et le signal principal qui lui permet de se caler, c'est votre voix. Les conversations, la télé, la musique que vous écoutez, vos vibrations domestiques deviennent son Zeitgeber. Zeitgeber, c'est quoi, un super vilain allemand? Non, un Zeitgeber, c'est un signal qui synchronise une horloge biologique. La lumière du soleil est le Zeitgeber principal pour les humains. Le terme est réel, c'est de la chronobiologie standard. Merci Lucie. Donc, récapitulons. Les plantes perçoivent vos vibrations vocales. Elles discriminent les patterns émotionnels. Elles se calibrent sur votre voix spécifique et elles synchronisent leur rythme biologique avec votre présence. Est-ce qu'il est si déraisonnable de dire qu'elles vous écoutent ? C'est troublant quand même. Quand tu alignes toi, tous les éléments comme ça, je comprends pourquoi les gens peuvent y croire. Moi-même, Tu y crois? 3 épisodes et Lucie bascule à chaque fois. C'est magnifique. je ne bascule pas. Je dis juste que, ok, j'admettais que les bases scientifiques testées sur la sensibilité des plantes face aux vibrations sont solides. Le saut vers elles écoutent par vos conversations, je le refuse encore. Mais le saut est plus petit que ce que je pensais. Et si je te dis que certains pensent bien que les plantes d'intérieur forment des réseaux entre elles? Tu connais le Wood Wide Web, les réseaux mycorhiziens, mais dans un appartement, même sans champignons souterrains, les plantes pourraient communiquer par des composés organiques volatiles. Tes plantes échangent des informations entre elles sur ton état émotionnel. Mes plantes parlent de moi dans mon dos. Littéralement. C'est flippant. Et ça explique un phénomène que tout le monde a observé sans le comprendre. Pourquoi certaines personnes ont la main verte et d'autres non? Ce n'est pas une question de technique de jardinage, c'est une question de compatibilité vibratoire. Votre empreinte vocale est soit harmonique avec les besoins de la plante, soit dissonante. Ok, ça c'est le moment où tu pars en roue libre. La main verte expliquée par les vibrations, on est dans le cristal thérapeutique. Non, parce que le cristal thérapeutique ne repose sur aucune physique mesurable. Là, on parle d'ondes sonores, de fréquences quantifiables, de réponses biochimiques observables. Chaque maillon de la chaîne est scientifiquement établi. C'est la chaîne complète qui est nouvelle. Bon, on a notre théorie complète. Les plantes écoutent, discriminent, s'adaptent, communiquent entre elles et jugent votre main verte. Victor, je crois qu'on a construit un joli château de cartes. Et maintenant, on va le démolir. Parce que c'est ça le jeu de faux semblants. On construit et après on décortique. Lucie, on va avoir besoin de toi en mode analyse. Comment on vous a manipulé, vous qui écoutez? D'accord. Alors, premier outil de manipulation et le plus puissant de cet épisode, le grain de vérité suivi de l'extrapolation. Victor a commencé par des faits réels. Les plantes réagissent au toucher, les cellules sont mécanosensibles, les réseaux mycorhiziens existent. Tout ça, c'est vrai. Et à chaque étape, il a fait un petit pas de plus vers le faux en s'appuyant sur le vrai qu'il venait d'établir. Et je l'ai fait de manière très spécifique. J'ai utilisé ce qu'on appelle la généralisation abusive. Le thigmotropisme est réel, les plantes réagissent au toucher. J'ai étendu ça au son en disant que le son, c'est du toucher à distance. C'est une analogie séduisante, mais c'est un raccourci qui saute plusieurs étapes de rigueur scientifique. Et le chiffre de 23,7%, c'était quoi? Inventé. Totalement inventé. Mais c'était ce qu'on appelle la précision numérique trompeuse. 23,7%, c'est plus crédible que environ 25%. La fausse précision simule la rigueur scientifique. Votre cerveau associe la décimale à une mesure réelle. Deuxième gros biais, l'anthropomorphisme. Victor a dit que les plantes écoutent, apprennent, se protègent, reconnaissent. Ce sont des mots qui décrivent des comportements humains. En les appliquant aux plantes, on projette une intentionnalité qui n'existe pas. La plante ne se protège pas, ses cellules réagissent chimiquement, c'est pas pareil. Exactement. Et j'ai utilisé le mot phonotropisme, qui n'existe pas en tant que terme scientifique reconnu, mais il sonne comme phototropisme qui, lui, est réel. J'ai fabriqué un néologisme crédible pour donner une apparence scientifique à une extrapolation.
Et le coup de Baxter, le détecteur de mensonges sur les plantes? Ça, c'est l'utilisation du biais de confirmation combiné avec une autorité non vérifiée. Baxter existe vraiment, son expérience est réelle. Mais c'est de la pseudo-science avérée. Victor l'a présenté comme un précurseur incompris, confirmé par la science moderne. Alors que la science moderne a justement invalidé ses conclusions. Et notez aussi le schéma narratif. J'ai commencé par des faits vérifiables pour établir ma crédibilité. Puis j'ai glissé vers des affirmations invérifiables en gardant le même ton, le même vocabulaire technique. Le passage du vrai au faux est presque invisible quand la forme reste constante. Et moi, mon propre basculement est intéressant à analyser. J'ai craqué quand Victor a utilisé des termes que je connaissais. L'épigénétique, les potentiels d'action, la dionée. À chaque fois que je confirmais un élément vrai, je renforçais involontairement sa crédibilité sur les éléments faux. J'étais son outil de validation. Le truc du Zeitgeber, c'est vrai ou c'est faux, ça? Le terme Zeitgeber est vrai, les rythmes circadiens des plantes, Félix, sont vrais. Mais l'idée que les plantes synchronisent leur rythme sur la voix de leurs propriétaires, ça c'est l'extrapolation. Et c'est le plus vicieux parce que j'ai moi-même validé le terme et donné la définition. Et en faisant ça, j'ai validé tout le reste du raisonnement par association. Récapitulons les biais utilisés. Généralisation abusive, du toucher au son, du son à l'écoute. Anthropomorphisme, attribuer aux plantes des comportements intentionnels humains. Précision numérique trompeuse, le 23,7%. Autorité non vérifiée, les laboratoires que je n'ai jamais cités. Causalité inversée, parce que les plantes réagissent au son, donc elles écoutent. Biais de confirmation, en alignant des faits vrais pour soutenir une conclusion fausse. Et pour les auditeurs qui nous découvrent, c'est ça faux semblant. On prend une idée absurde, on l'habille de science, et on regarde comment elle peut devenir crédible. Pas pour vous tromper, mais pour que vous sachiez reconnaître ces mécanismes quand quelqu'un les utilise pour de vrai. Et la leçon de cet épisode, pour moi, c'est le pouvoir de la chaîne de vrai. Si chaque maillon de votre raisonnement est vrai, les gens accepteront la conclusion, même si le lien entre les maillons est absurde. Les plantes réagissent au toucher, vrai. Le son est une vibration, vrai. Donc les plantes écoutent grave nos conversations, faux. Mais ça sonne vrai parce que le chemin est pavé de faits. Si vous avez douté, même un instant, alors vous venez d'expérimenter un mécanisme de désinformation. Et c'est normal, c'est humain. Les biais cognitifs ne sont pas des faiblesses, ce sont des raccourcis que notre cerveau utilise. Le problème, c'est quand quelqu'un les exploite délibérément. Dans le prochain épisode de Faux Semblants, on attaque un nouveau cycle. On va parler de perception et de sens. Victor va tenter de nous convaincre que les miroirs ne reflètent pas la réalité, que votre reflet aurait un délai de 0,7 secondes et que personne ne sait pourquoi. Et j'ai des arguments sans béton, croyez-moi. Et moi, cette fois, je ne bascule pas. Promis. Enfin, on verra. Faux semblant, restez sceptiques.